Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de votre émission ce soir, accompagnement de l'entrepreneuriat et marché auto. D'abord, nous nous arrêtons sur une toute nouvelle initiative en faveur des étudiants et autres porteurs de projets lancée par Bank of Africa avec une approche innovante dont nous connaîtrons les contours en compagnie du directeur central du Centre d'intelligence économique de BOA, Mamoun Tahri Joutaï, qui partagera avec nous également la vision de son groupe sur le rôle et les challenges de la banque dans l'accompagnement de l'entrepreneuriat. En seconde partie, check-up complet du secteur de l'automobile et des perspectives de son évolution en compagnie d'un journaliste expert en la matière, Hicham Smiyej, qui nous dévoilera également les annonces du nouveau patron de Renault, Luca De Meo, qui a présenté ce matin son plan stratégique baptisé Renault Lution. Bienvenue à tous. Dans le cadre du programme Blue Space visant à accompagner les étudiants et porteurs de projets dans la concrétisation de leurs ambitions entrepreneuriales, l'appel à candidature a été lancé. Il arrive à terme le 31 janvier. Ce programme intègre pour la première fois de composantes majeures que je vous propose de découvrir dans ce récit de Ala Benani. Une agence bancaire pédagogique offrant aux étudiants un espace de travail, de connaissances et d'initiation au monde de la banque et de la finance. Et un incubateur destiné à accompagner les porteurs de projets de la formalisation jusqu'à la concrétisation. Ce sont les deux nouveautés du récent programme Blue Space de BMCE, Bank of Africa. En termes de services, l'incubateur assure une offre à 360 degrés, intégrant formation, mentorat et accès à un écosystème entrepreneurial composé d'entrepreneurs, d'institutionnels, de business angels et d'associations professionnelles. Finalité de ce programme, sélectionner 50 porteurs de projets âgés entre 18 et 45 ans, installés dans la région de Casablanca et souhaitant créer leur entreprise. Rappelant que lors du discours royal du 11 octobre 2019, le souverain avait appelé le secteur bancaire à faire preuve de plus d'encouragement vis-à-vis des entrepreneurs afin de les accompagner dans le développement du tissu économique national. C'est dans cette optique qu'ont été lancés Dar al-Muqawil par exemple, la fondation Mubadara ou encore l'initiative Intilaqa. Grâce à cette dernière, plus de 1090 projets ont fait l'objet de financement à fin février 2020 pour un total de 143 millions de dirhams de crédits débloqués. Avec un taux de chômage à 2 chiffres, les pouvoirs publics ont compris que pour multiplier les emplois, il faut multiplier les entrepreneurs. Le temps a d'ailleurs été donné par la loi de finances 2020 en créant le fonds d'appui au financement de l'entrepreneuriat et lui réservant un crédit initial de l'ordre de 2 milliards de dirhams. Et avec nous depuis Casablanca, Mamoun Tahri Joutaï, directeur central du Centre d'intelligence économique de BOA. Bonsoir Mamoun Tahri Joutaï. Bonsoir. Donc on vient d'entendre beaucoup de chiffres. Quels sont les objectifs chiffrés pour Blue Space, ou peut-être des informations complémentaires à cette initiative, par rapport à cette initiative plutôt? Alors, bien évidemment, donc Blue Space, en fait, c'est un programme, comme il a été dit dans le reportage, intégré, qui supporte une agence pédagogique et qui supporte ensuite un incubateur pour les porteurs de projets. Alors déjà, effectivement, c'est tous les porteurs de projets de 18 à 45 ans, qu'ils soient étudiants, universitaires ou autres, sachant que l'idée, c'est bien évidemment de pouvoir représenter un pôle d'attractivité et d'encouragement de l'entrepreneuriat. Ça, c'est important. Donc, toute personne dans cette tranche d'âge ayant une idée est invitée à soumettre son projet et ensuite, dans le cadre donc, de Blue Space, et ensuite de passer les jurys, de voir si elle est retenue pour intégrer le projet, sachant effectivement qu'il y a un chiffre d'une 50aine de porteurs de projets accompagnés. Donc Blue Space, c'est donc une initiative qui a été dans un premier temps lancée avec des centres de formation. Donc il faut rappeler que le groupe Bank of Africa, désolé, je suis encore des fois dans BMCE, a été le premier à signer des accords avec les universités pour faire des formations certifiantes. Et donc là, dans le prolongement, ça a été effectivement de créer des incubateurs, le premier avec l'ISCAE, le second avec l'université Hassan II, et d'autres sont à prévoir justement pour pouvoir avoir vraiment une incidence territoriale. Donc là, c'est sur Casablanca, mais on insiste beaucoup sur l'ensemble des régions du royaume. Et donc là, on est en train de déployer cette approche plus globale. Peut-être qu'on en parlera lors des prochaines questions. Mais sachez déjà que nous avons, dans le cadre de Blue Space, une gestion en propre avec les universités, mais nous avons aussi la possibilité de faire des co-gestions avec des universités, avec des CRI, où là, l'idée, c'est de pouvoir partager notre soft, notre programme de fonctionnement, et ensuite de le confier en gestion directe aux partenaires.
Puisque vous évoquez l'approche, quel est le rôle de la banque dans l'accompagnement? Et finalement, est-ce que cela entre aussi dans le cadre de cette initiative Intelaqa? Est-ce que c'est un peu dans le même esprit? Et si c'est le cas, donc la banque ne se limite pas à financer des projets, mais à les accompagner. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la banque marocaine joue pleinement ce rôle d'accompagnement? Alors, nous, toute cette expérience, toute cette expérience a commencé suite au programme Muqawalati qui avait été lancé à la fin des années 2000, je crois que c'était entre 2007 et 2009, qui avait pour objectif d'accompagner la création de 30 000 entreprises, donc, et de pouvoir assurer effectivement financement, etc. Et on s'est rendu compte au travers de donc c'était une expérience globale, hein, de la place associant les banques et les opérateurs publics. Et on s'est rendu compte lors de cette expérience qu'en fait le principal frein n'était plus une question de financement, mais c'était une question d'accompagnement non financier. Et à partir de là, donc nous, au sein du groupe ex-BMCE, BOA maintenant, nous avons lancé l'Observatoire de l'entrepreneuriat, où là, justement, on insistait beaucoup sur l'accompagnement. C'était pour nous la question centrale. Et donc, on a fait, comme j'aime à le dire, c'était une fusée à plusieurs étages. Donc, pour faire bref, hein, dans le premier étage, on a essayé on a insisté pour créer déjà un écosystème, donc associant des associations professionnelles, des experts universitaires, des experts métiers, des banquiers forcément, des pouvoirs publics, etc. Dans un second temps, on a lancé des programmes de formation dédiés à la TPE et à la PME. Donc, juste pour un chiffre par exemple, et vous voyez là toute la différence, c'est que sur le programme à la TPE, on s'est rendu compte qu'un an après, les entreprises accompagnées avaient créé 3 à 4 emplois et leur chiffre d'affaires, et 60% de l'échantillon avaient vu son chiffre d'affaires augmenter de 40% et plus. On parle de Donc là, combien vous aviez un d'entreprises impact. là? Alors, dans un premier échantillon, le pilote, c'était 200. Maintenant, c'est Très bien. généralisé. On espère en atteindre 1500 par an en direct et en indirect avec nos partenaires. On espère atteindre probablement les 10 000. Donc là, vous voyez qu'il y a un impact direct. Donc, c'est parce qu'ils travaillent ensemble, de la Oui. formation, mais aussi parce qu'ils travaillent ensemble. Je suis désolé, quand Sa Majesté avait parlé de capital immatériel, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on s'est rendu compte qu'il y avait du capital social, de la confiance qui avait été créée entre les entreprises, qui faisait qu'elles commençaient à contracter entre elles sans forcément associer la BMCE. Et ça a été un gain formidable. Troisième étape, là, on a commencé à travailler effectivement sur les incubateurs, donc on est en plein dedans. Inch'Allah, la prochaine étape, ça sera de pouvoir associer cette fois-ci l'écosystème territorial. Donc vous allez avoir les CRI, vous allez avoir l'université, et donc vous allez avoir les banques, donc là, nommément BOA, à travers ce triptyque, donc on va accompagner entreprises et aussi étudiants. Quelles sont les limites de l'intervention d'une banque, ou en tout cas de l'accompagnement d'une banque, soit-elle d'ordre de ressources humaines ou autre, dans l'accompagnement, mais aussi dans l'inclusion financière? Je dirais que les limites, elles sont vraiment de différents niveaux. Il y a déjà une limite simple, hein, c'est la plus classique, de venir de dire, parce que c'est une banque, donc on est forcément dans une logique de financement obligatoire. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à assimiler. L'entrepreneur va venir, enfin le porteur de projet, et puis il faut lui expliquer que forcément, il serait peut-être mieux en tant qu'employé. S'il a la possibilité d'être employé, ça serait plus facile pour lui d'être entrepreneur. Donc ça, c'est expliquer aussi, d'être pédagogique. Et donc ça, on s'est mis d'accord avec nos partenaires, cette fois-ci sur l'ANAPEC et autres, de pouvoir expliquer de manière très pédagogique et sans frustration à la personne porteur de projet que malheureusement, il n'a pas forcément le profil pour porter un projet. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième des choses, cette fois-ci, et ça, c'est vraiment lié au métier même de l'incubation, c'est de pouvoir créer des fonds d'amorçage, donc suffisamment dotés. Donc là, il y a la CCG qui a créé le sien, par exemple. Donc là, créer des fonds d'amorçage suffisamment dotés, et ensuite pour pouvoir débourser le financement dédié. Donc ça, on l'a fait au travers de l'African Entrepreneurship Award. On a travaillé sur cette expérience en Afrique, et là, on essaie de l'appliquer maintenant au Maroc pour voir comment on peut accompagner, dans le cadre des incubateurs, et débloquer les sommes au fur et à mesure. Je me permets justement de vous interrompre sur cela. Le fonds d'investissement Azure Innovation Fund pour les startups, est-ce qu'on peut parler de résultats concrets? Ils ont commencé, donc là, on attend le premier bilan de leur part, effectivement. Mais ça fait partie des réponses intéressantes à ce genre de sujet. Et puis, l'autre limite à laquelle je pense aussi, c'est la quantité. Vous savez, dans le cadre des programmes de place, et surtout du programme Tilaka,
on a beaucoup parlé de combien de personnes il fallait pour accompagner ces entrepreneurs. Et Bien sûr. ça, quand on est sur des sommes énormes, c'est pour ça que nous, à un niveau, on s'est dit qu'on allait s'appuyer forcément sur l'autorité territoriale parce qu'elle a cette capacité, un effort de levier fantastique. Et ça, la question, elle est là en fait. Ça, c'est une vraie limite. C'est combien il faut d'experts, de banques, de banquiers, etc. pour accompagner ces entrepreneurs. Les programmes sont extrêmement ambitieux pour coller justement à l'orientation royale. Et maintenant, la question, elle est là, c'est pouvoir trouver des outils digitaux. Donc ça, je sais que la Banque centrale travaille sur le sujet, trouver des personnes pour pouvoir accompagner sur ces sujets-là. Et ça, je pense que c'est pour moi l'une des principales limites de l'accompagnement non financier. Merci beaucoup, Mamoun Tahri Joutaï, directeur central du Merci à Centre vous. d'intelligence économique BOA, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Passons à présent à la seconde partie de Questions Éco. Avant d'établir le contact avec notre deuxième invité, tout d'abord, je vous laisse avec ces chiffres et retours sur le bilan 2020 du marché de l'auto au Maroc avec Alain Abdani. Alors que les prévisions tablaient sur une chute des ventes du secteur automobile d'environ 50% en 2020, il n'a été que de 19,7%. Avec 133 308 immatriculations, les importateurs estiment que le marché automobile s'en est bien sorti l'année dernière. D'après l'Association des importateurs des véhicules au Maroc, les livraisons de voitures particulières en 2020 représentent l'essentiel avec 116 983 unités, soit une baisse de 21,1% en glissement annuel. Selon l'association, tous les segments automobiles ont été plus ou moins impactés par la contre-performance du marché, excepté celui des monospace. Ce dernier sort du lot effectivement avec la seule croissance positive enregistrée, 133% à la faveur des ventes de taxis, boostées par la reprise des subventions étatiques. Très appréciés des Marocains, les SUV se maintiennent en tête des ventes avec 29,2% de part de marché, suivis des citadines et des ludospace. S'agissant des véhicules diesel, ils sont toujours autant plébiscités, 92,5% contre 6,7% pour l'essence. D'après les professionnels du secteur, l'année 2021 s'annonce meilleure que 2020 et les prévisions tournent autour de 150 000 immatriculations. Et j'ai le plaisir d'accueillir depuis Casablanca Hicham Smiej, directeur de la rédaction de la revue Auto. Bonsoir Hicham Smiej. Donc on vient de le suivre, c'était le bilan du marché de l'auto national. Quid de l'international, Hicham Smiej? Ce matin, le patron de Renault, le nouveau patron de Renault, donc, a présenté son plan stratégique Renaulution. Que peut-on en retenir? Et est-ce qu'on peut dire que cela donne le là par rapport aux autres constructeurs mondiaux sur les perspectives et sur le bilan de 2020, mais surtout sur les perspectives de l'année que l'on commence? Alors, écoutez, concernant d'abord l'évolution du marché mondial, elle a été, comme on peut s'en douter, négative. Et selon les estimations actuelles, c'est entre 15% et 17% de moins, ce qui est quand même considérable, c'est assez exceptionnel. Et c'est l'Europe qui a été la plus touchée. En fait, c'était corrélé à la crise de la Covid-19. Et ce sont les pays qui ont eu un petit peu qui ont payé le plus lourd tribut un petit peu à la Covid, qui ont le plus souffert un petit peu au niveau du marché automobile. Donc c'est d'abord l'Europe, c'est ensuite les États-Unis, l'Amérique latine aussi, surtout le Brésil. Et enfin, la Chine m'a bien tiré son épingle du jeu avec une baisse de seulement 7 à 9%, parce que la reprise économique a eu lieu beaucoup plus tôt. Il y a eu un confinement très sévère au début, et après, il y a eu une reprise. Les perspectives un petit peu pour l'année prochaine, on parle d'une reprise avec une croissance estimée à environ 11%, qui ne va pas bien sûr rattraper les niveaux d'avant la crise, qui ne devrait être atteint qu'au bout de 2 ans, environ 2023, voire 2024, pour arriver à retrouver le chemin de la croissance et un niveau de production et de vente équivalent. D'autant plus, et là ce qui nous ramène un petit peu au plan présenté par M. Luca Di Meo, c'est pour Renault, c'est qu'il se passe beaucoup de choses au niveau du marché automobile mondial, notamment ce qu'on a remarqué dans cette année 2020, malgré justement la crise et la grosse baisse des ventes,
c'est la progression des véhicules électriques et électrifiés dont les ventes ont littéralement explosé. Et donc cela force aujourd'hui un petit peu tous les constructeurs à s'orienter encore plus vers ces technologies-là, à proposer plus de véhicules électriques ou électrifiés, c'est-à-dire hybrides ou bien électriques, 100% électriques. Et donc le plan de Renault allait dans ce sens-là, surtout en Europe comme ailleurs, un petit peu partout, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, les normes anti-pollution deviennent de plus en plus sévères. Donc un petit peu, il y a une sorte de switch qui est en train de se faire à moyen terme, c'est-à-dire dans les 5 ans, vers l'électrification de masse. Et ça a forcément quelques implications, on y reviendra sur... Certainement, on y reviendra sur le Maroc et justement la production et l'industrie auto au Maroc. Mais avant, il y a bien sûr eu un impact de la disruption des chaînes de valeur sur l'offre. Est-ce qu'aujourd'hui, on l'a vécu en 2020, est-ce que la situation est meilleure maintenant, aujourd'hui, Hicham Smijej ? Oui, globalement, disons que l'industrie dans sa globalité, parce qu'entre les constructeurs, les équipementiers, un petit peu toute la chaîne qui est là, a retrouvé un fonctionnement, je ne dirais pas normal, mais qui commence à fonctionner, à reprendre une sorte de rythme plus normal. Toujours est-il qu'il y a encore des perturbations, notamment ne serait-ce qu'au niveau de la logistique, où c'est toujours aussi compliqué. Là, on parle aujourd'hui de quelque chose d'assez étrange, assez surprenant, c'est qu'il y a pas mal de constructeurs qui sont obligés de ralentir leur cadence, voire de stopper leurs usines un petit peu, à cause de la pénurie de puces électroniques, tout simplement. Parce que les fabricants et les sous-traitants de puces électroniques se sont retrouvés se sont dirigés vers l'alimentation d'autres produits électroniques plutôt que l'automobile pendant la crise. Et donc aujourd'hui, plusieurs constructeurs sont pratiquement obligés d'arrêter leurs usines parce qu'il n'y a pas suffisamment de pièces électroniques qui prennent de plus en plus de place dans une voiture. Donc la perturbation est toujours là et ça va revenir petit à petit, encore une fois en fonction un petit peu de ce qui se passe au niveau de la pandémie. Forcément, s'il y a encore des confinements, des fermetures d'usines pour raisons sanitaires, forcément ça va perturber la chaîne d'un bout à l'autre et c'est ça un petit peu le tribut à payer à la mondialisation. C'est la règle un petit peu, si ça tousse quelque part, ça éternue ailleurs. C'est un peu logique. Et encore une fois, le Maroc est toujours, parce qu'on s'est intégré un petit peu dans cette chaîne-là, donc forcément, on a notre place dans ce circuit-là. Très bien, Hicham Smijej. Alors, est-ce que aussi, par rapport à, donc on a parlé de l'offre, par rapport au marché de l'auto, sur le volet du financement, cette baisse des taux bancaires a-t-elle finalement aidé à relancer cette machine ou ce marché de l'automobile au Maroc ? Alors je dirais oui et non. Oui, dans le sens où oui, le financement est toujours de plus en plus accessible, quelque part, au niveau des taux du moins. Il y a par exemple le crédit à 0% qui est devenu aujourd'hui la règle plutôt que l'exception. Aujourd'hui, toutes les marques un petit peu vendent avec du 0% de taux. Et oui, en apparence, oui, ça devient plus facile, entre guillemets, pour les ménages de financer leur achat. Sauf que au niveau des organismes de financement, forcément, on est dans une année très difficile au niveau économique, notamment pour les institutions financières, les établissements financiers qui se retrouvent avec une masse très très importante d'impayés, donc ils sont dans une logique de prudence et forcément ils resserrent les vis au niveau des critères d'octroi de crédit. Donc oui, il est en baissé, il est moins coûteux de se financer aujourd'hui, mais c'est peut-être un petit peu plus difficile. Il faut être solvable, il faut avoir une sorte d'historique bancaire nickel pour pouvoir y aller. Donc, est-ce que ça a relancé jusqu'à un certain point? Oui, pour les personnes qui étaient déjà quelque part solvables pour pouvoir acquérir une voiture. Peut-être moins pour les autres. Moi, je veux juste revenir sur un petit indice par rapport au marché en 2020, c'est que le marché de l'occasion a baissé de 30% pratiquement. Ce qui veut dire que les personnes qui avaient l'habitude un petit peu les primo-accédants ou qui allaient acheter pour la première fois une voiture ou bien qui n'ont pas les moyens d'accéder au neuf ont été plus ou moins dans la capacité, pour des raisons de prudence ou pour des raisons de moyens strictement, ont été dans la capacité justement d'acheter. 30%, c'est
plus fort, c'est encore plus prononcé que sur le marché du neuf. Donc déjà, au niveau de l'accès au crédit, au financement, les taux sont plus intéressants, mais les conditions d'octroi sont un petit peu plus sévères. Bon, à part le taux à 0%, est-ce que vous pensez que niveau promotion, on en fait assez pour relancer la demande ? Oui, oui, sans réserve, effectivement. Quand je parlais du 0%, je parle un petit peu des remises qui sont devenues aujourd'hui, enfin, qui sont pratiquement continues sur toute l'année. Il y a un très gros effort de la part des importateurs et des constructeurs au Maroc, enfin de toutes les marques un peu sur les prix. Un gros effort, ce qui est un petit peu normal parce qu'il faut aller chercher le client pratiquement à n'importe quel prix. On a coutume de dire un petit peu que le Maroc est un marché de prix, ce qui est vrai jusqu'à un certain point. Mais aujourd'hui, la logique de promotion, elle dure toute l'année. Il n'y a pas de véritable promotion à la limite, sauf sur des moments vraiment exceptionnels, parce que des baisses de prix ou des offres avantageuses, il y en a toute l'année. Par exemple, en décembre, qui est habituellement un peu le mois durant lequel les opérateurs sont très agressifs sur ce plan-là, on vient d'en sortir avec des chiffres plutôt intéressants et déjà on est en janvier et les mêmes offres, ou parfois un petit peu plus avantageuses, sont encore mises en place. Donc oui, sur ce plan-là, les opérateurs sont obligés de jouer le jeu. Donc oui, effectivement, il y a une vraie guerre des prix, il faut le dire, qui s'est mise en place depuis un moment et qui aujourd'hui est encore plus féroce que jamais, ce qui est un petit peu normal vu que c'est un contexte de crise. Terminons, Hicham Smilj, par l'industrie automobile. Donc, au Maroc, bien sûr, nous l'évoquions au début de cette entrevue. Donc, il y a ces ambitions, vous l'évoquiez si bien, et d'ailleurs qui ont été également présentées par le patron de Renault ce matin, véhicules hybrides, électriques. Quid du positionnement du Maroc dans cette production, dans ces ambitions-là, en sachant que 4 nouvelles usines ont vu le jour, verront le jour en tout cas annoncé cette année. Est-ce que vous pensez que le secteur saurait garder la pole position des exportations en 2021 en tenant compte de ces nouvelles exigences de production ? Oui, je pense qu'il n'y a pas de véritable risque à court terme encore par rapport à l'industrie automobile marocaine, notamment pour les 2 constructeurs qui sont installés au Maroc. D'abord pour la simple raison que je pense que cette orientation stratégique vers l'électrification ne date pas d'aujourd'hui. Je pense qu'elle est là. Elle se pose depuis un bon moment. D'un côté pour Renault qui est dedans depuis une dizaine d'années, pour PSA aussi qui ont lancé une offensive à ce niveau-là. Donc, comment dire, c'était déjà dans les plans des 2 constructeurs. Donc, leurs plans pour s'installer au Maroc ne sont pas en dehors de cette stratégie de manière globale. A fortiori que justement, juste attirer l'attention sur cette question-là, c'est que dans la présentation de Luca De Meo, en parlant un petit peu de la stratégie globale du groupe Renault, il avait mentionné un point assez intéressant par rapport aux structures industrielles du groupe. Notamment qu'on parle un petit peu de rationaliser les installations en Inde et de renforcer les installations notamment en Turquie, en Amérique latine et au Maroc. Quand je dis renforcer, c'est-à-dire que on parle de renforcer et de profiter de la compétitivité de cette structure-là. Ce qui veut dire que l'usine marocaine est compétitive, que l'usine marocaine peut potentiellement représenter un relais de croissance. Dans le sens où, même dans la stratégie du groupe, il y a une autonomisation des marques jusqu'à un certain point. Maroc, c'est Dacia, donc qui va prendre encore plus d'importance, qui est censé accueillir de nouveaux modèles aussi, qui pourraient peut-être être produits au Maroc. Donc, il n'y a pas de forte inquiétude. Par rapport à l'électrification, aujourd'hui, se poser la question de dire est-ce qu'on peut rentrer dans le schéma industriel pour un marché où l'électrification devient massive. Même si je ne détiens pas à 100% un petit peu tous les plans techniques des constructeurs installés au Maroc, mais je pense qu'il y a la faisabilité à moyen terme, elle est défendable, dans le sens où avant l'électrique à 100% qui est plus compliqué à déployer au niveau industriel, il y a l'hybridation légère ou l'hybridation complète qui peut justement, encore une fois, être intégrée dans le circuit marocain. Dans le sens où jusqu'à aujourd'hui encore, nous ne produisons pas de moteur thermique de toute façon sur place. Oui. On en assemble par contre au niveau de PSA.
Donc, si on importe un moteur équipé d'une technologie hybride dès le départ, il y a possibilité, en adaptant jusqu'à un certain point l'outil industriel, de commencer à fabriquer des hybrides au Maroc. Ce n'est pas vraiment problématique à mon avis, d'autant plus que justement très bientôt, Dacia commencera à produire de l'hybride. Donc on verra un petit peu l'application de tout ça au niveau des installations marocaines. Merci beaucoup Hicham Smij pour l'ensemble de vos éclairages. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de la revue Auto. Merci. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée à tous.